Bonjour et bienvenue dans le podcast de la maison Panajou. Moi c'est Deftom, je suis photographe et l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France depuis 1865 et c'est aussi aujourd'hui une boutique en ligne panajou.fr pour acheter du matériel photo et vidéo. Pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir Bastien Campistron. Bonjour Bastien. Salut, merci de m'accueillir. Ah ben avec grand plaisir, surtout qu'on va parler d'un sujet que je connais très mal, parce qu'on peut être photographe mais il y a tellement d'univers, de styles différents, de sujets différents surtout. Je connais rien en la photographie animalière, donc je suis très content de te recevoir et de te poser des questions là-dessus. Il y aura plein de choses à dire et vraiment c'est assez particulier du coup puisque on est avec le monde sauvage. Oui, clairement, donc ça demande forcément des prédispositions, des précautions et de la préparation, on va en parler justement. Écoute Bastien, même si j'ai commencé à le dire en disant que tu étais photographe animalier, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ? Pas de problème, donc je m'appelle Bastien Campistron et je suis photographe animalier comme tu le dis depuis 5 ans, 6 ans. Mais il faut savoir que ma première activité est gestionnaire sur les espaces naturels sensibles. Donc je suis embauché par une collectivité territoriale pour gérer des espaces naturels, donc des espaces qui ont été plus ou moins abîmés par l'activité humaine et de faire en sorte qu'elles puissent de nouveau s'exprimer et de suivre un petit peu tout ça. Donc ce site où je travaille, donc c'est l'ENS de l'île de Raimont. C'est une petite île ou presque île que tu vas retrouver sur Rions-Paillé. Donc direction Langon en partant de Bordeaux. C'est pas très loin d'ici, ouais. Voilà. Et donc moi je fais ça depuis 10-11 ans et la photo est arrivée au fur et à mesure de ce travail-là sur le terrain parce que en fait je faisais des rencontres assez incroyables et sur l'île et puis ailleurs et j'avais envie déjà pour moi d'avoir aussi ce souvenir en image, mais je me suis vite rendu compte qu'on pouvait aussi sensibiliser à l'environnement, à l'importance de cette nature qui nous entoure en permanence, très proche de nous finalement. Et du coup, je me suis servi de la photo pour diffuser un peu sur les réseaux sociaux, faire des expos, des conférences pour essayer d'ouvrir les yeux sur l'importance et la beauté de cette nature et sa fragilité. D'accord. Et actuellement, ton métier, c'est pas la photographie. Tu fais quand même les deux en même temps ou... Voilà. En fait, la photographie animalière va être une activité accessoire. Donc, je vis pas pleinement de cette activité de photographe. Oui, mais excuse-moi, c'était pas le sens de ma question. Ce que je voulais savoir, c'est si ton métier te permettait de faire de la photo en même temps ou si vraiment... Non. Voilà, c'est ça que je... C'est vraiment deux choses à part. Quand j'ai la casquette du gestionnaire, je vais pas aller faire des photos sur l'île, par exemple. D'accord, okay. Mais par contre, les repérages que je fais, suivre le système un peu de l'île, les milieux, les interactions entre les espèces, m'apporte énormément de connaissances. Oui. Qui, quand je débauche, je retourne sur l'île avec mon appareil photo pour essayer de revoir et photographier dans des conditions de lumière peut-être plus intéressantes que ce qui se passe la journée, quoi. Oui, effectivement, parce que tu travailles la journée, mais parfois ça peut être aussi du nocturne, la photographie animalière. Donc, c'est assez compliqué parce que c'est toujours des animaux qui vont bouger, et tout ça. Donc les positions de vitesse, c'est assez compliqué. Mais ouais, je peux te donner un exemple. J'ai photographié une chouette chevêche qui s'est posée sur une petite branche. Et j'ai mis 1 an à essayer de mettre la lune derrière la chouette sur sa branche. Et donc au bout de 1 an, enfin, tout s'est aligné. J'avais calculé que à minuit 10, la lune était au bon endroit. Moi, je me suis mis dans l'axe de cette lune et de cette branche, en espérant que cette chouette vienne se poser. Je savais qu'elle venait se poser, mais est-ce qu'elle allait venir à minuit 10, c'est ça. Et puis, par magie, à force d'y aller, au bout d'1 an, ça a marché, quoi. Et c'est des moments que j'oublierai jamais. Et puis en plus, j'étais avec un pote à moi, quand on a pu partager ça, c'est vraiment trop bien. Mais c'est incroyable. 1 an pour avoir une photo. Ouais. C'est dire la préparation que ça demande et un coup de chance aussi, du coup. Parce que même si tu as la connaissance du lieu et du moment, il faut quand même espérer que ça se pose au bon moment. Et oui, c'est ce facteur chance
que j'aime bien dire que pour optimiser les chances de faire une photo, une rencontre, il y a une énorme préparation derrière, de connaissances naturalistes et de respect de l'environnement et de l'espèce qu'on va photographier. Si tu pars comme ça sans vraiment savoir où tu vas tu vas peut-être croiser des animaux, mais tu auras beaucoup moins de chances d'en croiser que si tu as vraiment une connaissance plus approfondie. C'est ce que je m'étais dit à un moment donné, j'ai jamais fait de photographie animalière jusqu'ici et j'ai quand même envie de m'essayer à l'exercice, ça a l'air intéressant, mais je me dis, mais même si j'emprunte un 600 mm à Panajou, en fait j'ai aucune connaissance des animaux, de leur rythme, quand est-ce que c'est le bon moment, à part aller au parc ornithologique, encore tu peux te vautrer. Après il y a des lieux comme ça qui sont super intéressants pour justement s'initier. Le Tech, c'est vraiment génial. Moi, j'ai fait un stage quand j'étais plus jeune sur la cigogne blanche là-bas, et on voit énormément de photographes qui y viennent. Et forcément, il y a des affûts qui sont installés. Et les animaux ont l'habitude de tout ça et viennent assez près. Et donc, c'est un régal pour tout ce qui pourrait commencer et prétendre à être photographe. Et même les plus expérimentés y vont, quoi. Donc, oui. Non, c'est intéressant parce que c'est quand même, mais c'est bien de le dire, il faut s'intéresser au sujet. Bon, je pense que ça vient naturellement de toute façon. Si tu veux faire de la photographie animalière, tu vas pas comme ça. Et tu vois, pour ma part, depuis gamin, je suis quand même axé dans la nature. Oui, voilà. Mes études j'ai fait un BTS GPN, donc gestion et protection de la nature. Donc vraiment j'ai baigné dans ces informations, ces connaissances. Ma curiosité aussi a fait que j'ai acquis pas mal de bagages naturalistes, on va dire. Et pour moi c'est 80% de la photo animalière. Ça, c'est si tu connais comment fonctionne le chevreuil, où c'est qu'il va manger, où c'est qu'il va se cacher, les différentes zones qu'il a pour évoluer, tu vas avoir énormément d'indicateurs qui vont te dire là tu vas pouvoir faire une photo ou pas, quoi. Donc très important. C'est assez drôle, Bastien, parce que tu m'as parlé de la chouette comme premier exemple. Oui. J'avais une question, comment on fait pour capter une chouette ou un hibou? Figure-toi que ça m'intéresse particulièrement parce que alors juste pour te la faire très rapide, j'ai une de mes muses qui s'appelle, son pseudo c'est Aolo, le petit clin d'œil par rapport à Owl parce que c'est son animal totem. Et souvent j'ai voulu faire des doubles expositions de chouettes avec elle, faire des surimpressions en montage, tu vois. Mais je me dis, mais ça doit être, j'ai jamais vu de mes yeux un hibou ou une chouette, et je me dis, c'est des animaux qui se cachent énormément. Il y a beaucoup de photographes qui galèrent clairement avec ces espèces. Et même en ayant des connaissances approfondies, c'est toujours compliqué. Il y a des espèces comme la chouette chevêche qui restent assez accessible, on va dire, pour les observer parce qu'elle est c'est la chouette la plus diurne qu'on peut retrouver dans notre région là. Donc tu vois, ce midi je l'ai vue, elle est partie s'envoler, j'ai la chance à côté du boulot, il y en a un petit couple et donc je les vois tout le temps, et donc ce midi, bam, elle est partie sur sa branche, se mettre au soleil et se dorer la pilule. Donc là, en fait, c'est pareil, c'est connaître, savoir où c'est qu'elles sont, et puis c'est au niveau du chant, la nuit quand elles chantent, essayer de repérer où c'est qu'elles sont, connaître les chants, et puis après explorer, crapahuter. Des fois, tu as la chance de pouvoir le voir. Là, il y en a une là, donc je vais revenir demain soir, me mettre un peu plus loin, voir l'activité, d'où elle sort. Elle sort de ce trou-là. Et puis faire avec un piège photo ou par soi-même se faire un affût. Et puis, si, elle sort là, donc du coup, il y a des créneaux. Donc voilà, là, ça marche bien pour la hulotte, par exemple, où elle va être dans les arbres. La chouette effraie, elle aime bien les bâtiments. Donc on va retrouver des traces, des pelotes de réjection. Donc c'est ce qu'elle va consommer, les rongeurs. Elle va pas pouvoir digérer tout, les ossements, des fois la peau. Et donc tous les oiseaux, quasiment tous le font. Ils sont capables de régurgiter, rejeter. Donc c'est les pelotes de réjection. D'accord. Et donc ça, c'est des indicateurs dans la nature qui vont te permettre de dire cette pelote, elle est toute ronde, toute lisse. C'est la chouette effraie, elle est dans le coin. Et donc du coup, avec ces informations, tu fais un affût, tu mets un piège photo. On en parlera peut-être après. Des pièges photos, c'est très très utile. Donc voilà, c'est pareil.
et puis c'est beaucoup de connaissances, d'apprentissage, parce que chaque individu, une chouette chevêche va fonctionner comme ça, mais la chouette chevêche voisine, elle va pas avoir les mêmes heures d'activité, elle va pas avoir les mêmes lieux de prédilection pour vivre. Donc vraiment, c'est ça qui est aussi fantastique, c'est que tu t'ennuies jamais. Un individu à un autre peut être différent. T'as la curiosité qui rentre en jeu, l'inquiétude de voir quelque chose de nouveau. Donc chaque ça a une personnalité comme un humain, quoi, hein, vraiment. Il y a un caractère, oui, je vois. Et son propre rythme par rapport à sa propre vie, quoi. Voilà, c'est ça. Et alors, tu parlais de la photo de la chouette que tu as mis 1 an à réaliser avec la lune. Mais est-ce que c'est la photo la plus difficile que tu aies eu à faire, ou quel est l'animal le plus difficile qui a été pour toi de prendre en photo ? C'est jamais simple en fait. Après c'est facile de faire une photo, on va dire, de chevreuil comme ça. On passe, moi chevreuil au loin, on fait une photo, on a fait une photo d'animaux. Quand on parle, voilà, vraiment sur le. Mais essayer d'avoir quelque chose de plus abouti avec un comportement, une interaction entre les espèces, une lumière particulière. Là, ouais, ça commence à aller chercher un petit peu plus loin et ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps parce que on peut faire une dizaine d'affûts sans rien voir. Le 11e, il y a quelque chose qui passe, mais la lumière est pas là. Il y a qu'un individu. On cherche peut-être un combat de chevreuil, une interaction avec une chevrette et son mâle, ou on parle de chevreuil, mais ça peut être n'importe quelle espèce. Donc, ouais, c'est assez compliqué. Oui, je vois ça. Pour moi, en tout cas, c'est sûr. Mais c'est après, voilà, avec les différents codes, tu arrives à avancer quand même, quoi. Il y a des moments dans l'année où tu fais pas du tout de photos animalières, ou Alors vraiment... c'est compliqué. En fait, quand j'ai commencé la photo animalière, donc il y a peut-être 5 ans, un peu plus, j'étais pas bien. J'étais vraiment dans cette dynamique de notre société, de consommation, des soirées sans intérêt, tout ça. Et j'ai eu envie de me couper de tout ça totalement. Et j'ai passé 2 ans, mais non-stop. Vraiment, je débauchais de mon île, de l'île où je travaille. Et je partais avec mon appareil photo en affût, à essayer de comprendre autour de chez moi. Et j'ai fait ça pendant 2 ans et j'ai vécu des choses incroyables avec des chevreuils qui sont venus me voir, me tirer sur le vêtement, m'accepter. Ah oui. Et ouais, et c'est des trucs où j'étais complètement coupé des humains et j'étais heureux. Mais heureux comme pas possible. Et c'est à force de poster sur les réseaux, la photo animalière, les animaux m'ont réconcilié avec l'humain. Et j'ai besoin de retourner dans la nature très régulièrement pour me réconcilier, on va dire, je pense, je le vois comme ça, mais je sais pas si c'est réellement ça, mais en tout cas pour me réconcilier, pour accepter tout ce qu'on peut voir, ce qu'on peut vivre dans notre société, quoi, qui est catastrophique pour la nature, parce que moi je le vois, j'allais justement te poser la question. C'est qu'a dit quotidien, on est tout le temps, enfin tous les photographes, les naturalistes qui s'y intéressent de près ou de loin, peuvent très vite se rendre compte que l'activité humaine, l'agriculture, la chasse ou n'importe quel autre loisir va avoir un impact direct sur les animaux et eux qui s'adaptent très vite vont s'adapter à ce dérangement et vont partir, vont être peut-être plus nocturnes, du coup on les voit moins et ça a un impact directement sur ce plaisir d'aller dans la nature les observer. Et donc on prend en plein fouet ça et je t'avoue que des fois c'est très très dur, hein. On a envie de trouver des solutions, mais c'est compliqué. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour moi en tout cas. Ouais, quand je vois, par exemple, je fais un suivi sur les renards avec un terrier et du coup, quand je me rends compte que quand j'arrive à mon terrier pour regarder les pièges photos, j'ai 2 chevreuils qui ont été dépecés et ils ont sorti la viande, ils ont mis la peau à côté des terriers pour que peut-être que les renards les mangent, je sais pas, est-ce que c'est du braconnage, sûrement. Et puis du coup, mes terriers, j'ai plus rien, j'ai plus de renards puisque ça a été dérangé, ils sont partis ailleurs. Et du coup, j'ai passé peut-être 3, 4, 5 mois à essayer d'attendre un moment où ils vont peut-être sortir. Et puis là, d'un coup, tout part en l'air. J'ai retrouvé des terriers rebouchés parce que l'agriculteur est passé avec sa machine. J'ai creusé les terriers pour que les renardeaux sortent. Bon, la mer l'aurait fait. Mais c'est sur le coup, alors j'ai vu sur les pièges photos que les renardeaux étaient toujours là.
Mais voilà, c'est quotidien. Ce que je suis en train de te dire, c'est 2 exemples, mais c'est quotidien. Quotidien. Tu vois des écosystèmes certainement se finir en fait. Là, tu parles d'animaux, c'est à l'échelle de familles d'animaux, mais... Bah, tu vois, l'inverse, c'est plus l'inverse, j'ai l'impression parce que je baigne aussi dans cette restauration écologique quotidienne sur l'île, où je vois depuis 10 ans cet espace qui était un désert écologique qui devient... parce qu'on était sur de la maïciculture, et de la maïciculture OGM, intensive, donc il n'y avait plus rien. Et donc la nature revient très vite, et c'est incroyable de voir ça. Les oiseaux, les plantes, les insectes, et puis les interactions qu'il y a entre eux, les micro-habitats, les habitats et tout ça. Et donc c'est génial de voir que la nature revient vite. Et j'ai la sensation qu'il y a une dynamique politique qui va un peu dans ce sens, mais sur des petites collectivités, des petites mairies. Après, il y a des gros projets comme la LGV, qui va être catastrophique, où il y a beaucoup d'écologistes, d'associations qui essayent de sonner le signal d'alarme, quoi. Parce qu'il y a des espèces incroyables sur le Ciron qu'il faut préserver. Donc c'est un peu de tout, enfin il y a des deux, mais j'ai la sensation qu'il y a une prise de conscience quand même. Mais ça va prendre du temps à faire la transition. Même dans la viticulture qu'on a beaucoup autour de chez nous, j'ai vraiment la sensation qu'il y a une dynamique de vouloir mieux faire, ou de vouloir continuer à faire mieux pour ceux qui ont déjà commencé. Ouais, j'espère. J'ai pas l'impression, en voyant les informations d'une manière générale, j'ai l'impression que c'est le contraire. Mais c'est ça. Il faut garder espoir. Si on perd espoir, alors là, on serait fini. Bastien, tu fais beaucoup de photos du coup dans ton environnement, c'est-à-dire là où tu habites et là où tu travailles. Oui. Est-ce que tu es allé faire des photos d'animaux, mais dans d'autres localités, dans d'autres lieux, que ce soit en France ou ailleurs dans le monde? Ouais, alors du coup mon côté solitaire, où j'ai passé 2 ans à vouloir parler à personne et tout ça, m'a ramené du coup, grâce aux réseaux sociaux, à discuter avec des gens qui étaient passionnés, autant passionnés que moi. Et grâce à ça, après c'est un échange. Eux, ils peuvent m'inviter pour aller photographier une espèce que j'ai pas ici, ou vice versa. Donc j'ai plein de potes du coup photographes maintenant, avec qui on s'entend super bien. C'est vraiment top. Et puis on se voit de temps en temps pour aller faire des photos. Là tu vois, il y a un pote à moi, Antoine Corquet, qui lui est dans les Alpes, et du coup je vais de temps en temps le voir pour photographier la chevêchette, ou les tétralyres, les bouquetins, chamois. Et là, il va venir une semaine, et on va aller sur les tentes de Cousseau, essayer de voir la loutre. Il y a des cerfs, voilà. Et puis on va passer un moment ensemble entre passionnés. Ça va être cool, quoi. Oui, parce que j'imagine quand même que c'est fascinant de capter des animaux différents, parce que quand tu restes dans ton lieu à toi, finalement, c'est à peu près les mêmes animaux tout le temps. C'est ça. Mais ça reste toujours passionnant. Comme je te dis, chaque espèce a ses habitudes, a sa personnalité, donc on peut. Et puis il y a tellement la nature est tellement inspirante que tu t'ennuies pas, quoi. Et donc au niveau de la France, j'ai un petit peu rayonné. Pas partout, mais je suis allé à droite à gauche. L'année dernière, ou il y a 2 ans, je suis parti en Italie, dans les Abruzzes, pour photographier le loup. Et j'en ai profité aussi pour photographier les cerfs, qu'il y a beaucoup là-bas. Le loup, je l'ai pas vu, je l'ai pas photographié, mais c'est pas grave. C'est plus une quête d'essayer de photographier cet animal ou n'importe quel autre. Si je le photographiais d'un coup d'un seul, le premier affût, la photo aura pas forcément de saveur. C'est pas comme aux zoos, mais voilà, tu vois, t'arrives, tu fais la photo et tu t'en vas. Alors qu'une quête photographique, du coup, tu passes par plein d'émotions, plein de choses. Et limite, quand c'est tellement porteur et tout ça, que quand ça s'arrête, t'as la photo, c'est pas la même chose derrière, quoi. Ouais, je vois. Donc du coup, le loup, j'ai fait des affûts, et c'est le soir, en rentrant à la frontale avec mon pote Nico, on arrive dans la voiture et je lui dis, mais punaise, c'est pas possible, ce loup, il va bien finir par se montrer, on a vu les traces et tout, mais c'est pas possible, il se fout de nous. Et au moment où je dis ça, dans les phares de la voiture, le loup se montre.
On était en train de rouler tranquillement Mais et non. le loup était sur le bord de la route. Donc j'ai encore cette image où il se tapit un peu, il regarde la voiture passer. Alors moi je dégrade, hop, j'avance doucement et pour essayer de profiter au maximum. Ça a duré 4 secondes, 5 secondes. Mais voilà, incroyable. J'ai vu le loup, mais je l'ai pas photographié, mais c'est pas grave. Non, mais c'est dans tes souvenirs au moins. Ouais. Et puis on était comme des fous dans la voiture, t'imagines même pas. Ouais. Ouais. Et donc voilà, je suis parti une seule fois en Italie et cette année, une opportunité a fait que je m'en vais au Kenya. Je m'en vais au D'accord. Kenya en mai, là, du 21 mai au 30 mai. Ok. Voilà, donc vraiment une opportunité d'un collègue qui avait une place qui se libérait dans le groupe d'amis. Et puis donc j'y suis allé pour découvrir parce que ça doit être assez incroyable. Je t'avoue que c'est pas la première destination qui m'attire. Je suis plus à vouloir les grands froids, Norvège, tous ces trucs-là, Ouais, essayer d'aller voir le bœuf musqué, pardon. Donc renard polaire, tout ça. Mais plus tard, c'est sûr que j'irai voir. Mais donc ouais, le Kenya. Ça va être intéressant quand même. Ouais. Parce que là, ça va te sortir de ta zone de confort pour le coup. Ouais, c'est ça. C'est après ce que j'appréhende le safari. Ouais. Où du coup, t'es en voiture et tu t'es pas maître peut-être de tes positionnements, tes mouvements. J'appréhende un petit peu. On verra. T'as déjà photographié un ours? Non. Non. Bah, il y en a pas trop dans la région. Alors Il y en a pas dans les Pyrénées? Si, mais très peu. Et puis c'est pareil, c'est pas une espèce que j'ai pris le temps d'aller. C'est sûr qu'il y a des espèces comme ça qui font rêver et j'espère avoir le temps. Il faut prendre le temps, quoi, tu vois. Mais pour l'instant, c'est pas l'objectif, quoi. J'espère un jour me dire dans ma tête, allez, c'est parti, tu pars quelques mois pour aller essayer de le voir, le photographier. Je pense à l'ours parce que, enfin, moi personnellement, c'est un animal qui me fascine parce qu'il est à la fois attendrissant et à la fois dangereux. Enfin, C'est un super prédateur. Voilà, c'est un super prédateur. Enfin, il peut quand même nous mettre la misère en très peu de temps. Oui. Mais Et après, il attaquera pas l'humain comme ça, quoi. C'est vraiment, même son régime alimentaire le démontre bien qu'il a plus une tendance à manger des fruits, des herbes que de la viande, quoi. Après, forcément, si on lui court derrière et qu'on l'accule et qu'il se sent menacé, c'est une grosse bête, hein, il va se défendre, hein, comme n'importe quel animal qui te mordrait la main si tu l'attrapes, quoi. Ouais. Donc, sauf que là, c'est un ours. Mais justement, ça me faisait penser à cette question. Est-ce que tu as déjà été en situation de danger, particulièrement pendant tes affûts? Je me suis jamais senti en danger. J'ai eu des moments où l'adrénaline, ça a vraiment pété, mais face à un sanglier, j'ai eu des sangliers comme toi à moi, quoi. Mais des gros sangliers, donc Oui. 1 mètre. Mais à aucun moment je me suis senti en danger. Il y a un moment donné, c'est avec un cerf. En gros, pour te raconter, j'avançais pour aller dans mon affût et sur mon évolution dans les grandes herbes, on n'y voyait pas bien, hein, vraiment, j'y voyais 1,50 m devant moi, c'était dans les grandes herbes, et puis j'entends 2 cerfs qui brament. Mais dans l'intensité, c'était pas, il y avait quelque chose entre ces 2 cerfs. Et effectivement, ça se répondait fort les deux. Les rères de l'un, les rères de l'autre, c'était vraiment de la provocation. Et ils sont allés au combat. Donc j'entends les bois, ça claque de partout. Moi, je me décale un petit peu, je trouve un arbuste, je me mets au pied de l'arbuste et je bouge pas en me disant, punaise, s'il faut, ils vont passer pas loin, je vais les voir. Et là, le combat se fait et j'entends les feuillages et tout ça. Donc ils sont vraiment pas loin. Et puis, à un moment donné, je vois un cerf détalé, le perdant, qui part à peut-être 5-6 mètres de moi, même pas le temps de faire des photos, incroyable, une rapidité. Là, si j'étais au milieu, ça aurait pas été bon pour moi, mais j'étais vraiment en sécurité derrière cet arbre. Et le cerf part, et le cerf qui gagne, qui est le cerf victorieux, continue à envoyer des rères. Donc le rère, c'est le chant du cerf, qui va émettre pour repousser les rivaux, attirer les femelles, dire que c'est lui le patron sur ce secteur. Et il lance ses rères réguliers et je les entends de plus en plus se rapprocher. Et là, je me fais, il va venir sur moi, quoi. Et effectivement,
je vois la tête du cerf sortir des herbes, avancer dans ma direction, un peu fumant, mouillé de la rosée ou de l'humidité qu'il y avait. Et là, il allait dans ma direction. Donc il a fallu que je me montre à ses yeux pour pas qu'il me passe dessus, finalement, ou qu'il me passe à côté. Et là, par contre, s'il me capte au dernier moment, sa réaction, c'est un animal sauvage. Donc il va avoir peur, il va vouloir peut-être me mettre un coup avant de partir. Et donc il faut que je prévienne de ça. Et donc, qu'est-ce que je fais? J'étais avec mon boîtier où je m'étais mis sur un mode assez silencieux, un coup par un coup, pour pas déranger au niveau du bruit. Et là, je me suis mis en mode rafale, grosse rafale, clac, 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 clac. Et j'ai un peu bougé la tête. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a toisé vraiment. Il a stoppé, il m'a regardé, il a gonflé le torse comme ça, il s'est mis très haut par rapport à moi qui était à genoux. Donc j'étais à genoux devant le roi, quoi. C'était incroyable. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au mieux de continuer dans ma direction, comme j'étais quand même camouflé, hein, j'ai le cagoule, le gant, j'ai un vêtement, donc je suis assez camouflé. Il reconnaît pas l'humain. Il fait le tour, donc il fait un cercle autour de moi pour prendre le sens du vent et voir et analyser qu'est-ce que c'est que ce truc qui fait du bruit là. Et là, il sent, il ressent, il capte que c'est un humain, hein, c'est pas possible autrement. Et là, il me retoise, il me regarde et d'un air, je m'en fous, il est parti comme un prince en me laissant là. Et là, mais j'étais les mains tremblantes, l'adrénaline au taquet, avec une image, le portrait du cerf qui arrive vers moi. Incroyable. Parce que tu as pu prendre pendant ces rafales, tu avais quand même cadré vers le cerf. Ah ouais. Incroyable. Très bon réflexe. Ouais. J'ai toute une série de photos sur lui là qui arrivent sur moi et qui voilà. Je crois que c'est le moment le plus qui m'a mis le plus d'adrénaline sur le coup, quoi, vraiment. Et tu vois, bizarrement, je me suis pas senti en danger du tout. Non, du tout. T'étais quand même en alerte parce qu'à tout moment, en fait, tu peux pas trop deviner sa réaction quand même. Oui, non, c'est ça. Mais voilà, il y a un moment donné dans le regard, dans l'attitude, je me suis pas du tout senti menacé en danger, ou il y avait pas d'agressivité chez lui envers moi. Alors que, en fait, c'est dans le contexte qui me faisait plus stresser. C'est juste que il sortait d'un combat, donc il était dans l'adrénaline lui aussi. Et voilà, on sait pas. Alors là, du coup, j'imagine que c'est hyper important d'être préparé à ce type d'événement, parce que si quelqu'un de novice est dans cette situation que tu viens d'expliquer. Qui était passionnante. J'étais dedans, là, je voyais le film. Je voyais vraiment. Si t'es novice dans cette situation, que tu as peur ou que tu. Tu vas pas chercher les cerfs. Comme ça, non. Il faut... Oui, mais ce que je veux dire, imagine, le novice est dans ta situation. Le cerf arrive et que tu te mettes à avoir peur, à faire n'importe quoi ou à courir. À ce moment-là, ça peut être une situation beaucoup plus dangereuse. C'est ça. Le meilleur des choses, c'est de se mettre autour d'un arbre, se protéger comme ça, quoi. Monter un arbre et se tourner autour d'un arbre, mais ça arrive jamais, quoi. Si ça arrive, c'est très très rare, quoi. Les cerfs, on est des prédateurs pour eux, donc ils voient un humain, ils s'en vont en direct, quoi. C'est pas, ils cherchent pas plus. C'est si le cerf est acculé par un troupeau de chiens, que t'as un gars avec un fusil devant en train d'attendre. Le cerf, il va pas chercher à faire un virage, il va lui rentrer dedans. Ça, c'est déjà, il y a des grosses vidéos qui tournent comme ça des fois, qui sont assez violentes, et qui donnent pas une belle image du cerf. Mais j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu de collègues qui m'ont dit qu'ils ont eu un problème avec un cerf parce qu'il est passé à côté, il a plus ou moins senti, et non, jamais. Est-ce qu'ils le ressentent pas aussi, le fait que t'aies pas peur, le fait que t'es en confiance? Il y a sûrement un truc, ouais. Ça dépasse un peu ça. Ça me dépasse un peu. C'est peut-être un peu de la spiritualité, mais Ouais, ça me dépasse un peu, mais avec les rencontres que j'ai pu avoir, notamment avec les chevreuils, où je te dis, le chevreuil, il est venu me tirer le vêtement du camouflage. Mais c'était un moment assez incroyable. Je te montrerai, j'ai la vidéo, j'ai fait, comment t'appelles ça, un selfie en vidéo, où j'ai le chevreuil qui arrive derrière moi je suis en tenue, il me tire le vêtement, il repasse devant moi. Et puis là, il a eu une attitude très bizarre, c'est qu'il a pris au sol plus ou moins ce qu'il trouvait. Et des brindilles, des feuilles mortes. Et il levait la tête avec ça au bout des lèvres, et il me regardait fixement, il reposait,
Et il a fait ça avec une pomme. C'était sous un verger, donc que la mamie dit mais vous ramassez pas vos pommes? Ah non, je les laisse aux animaux, ils sont contents. Vous êtes magique ou Et donc j'allais faire des affûts dans ce verger, et puis le chevreuil, voilà, il me regardait avec sa pomme. Il y avait une interaction, il cherchait une interaction. Qu'est-ce qu'il voulait, je sais pas exactement. Mais sur le coup, il y avait cette acceptation de ma présence. Et derrière, donc j'ai passé quand même 2 heures avec lui. C'était en milieu d'après-midi. Ouais. Et c'est pas fini, puisque quand il y a 2 autres chevreuils qui sont sortis du bosquet, qui l'ont rejoint, et qui ont plus ou moins vu ma présence. Alors ils étaient moins dans l'acceptation, ils sont restés plus loin, mais ils sont restés quand même là, avec nous, avec moi, avec l'autre chevreuil. Et je pense que parce que l'autre était là et qu'il n'y avait pas d'inquiétude. Mais vraiment, ce jour-là, j'étais un chevreuil. Vraiment, j'étais plus humain. Et il y a des sortes d'endorphines, ou j'en sais pas comment on pourrait appeler ça, dans le cerveau qui fait que tu as un bien-être. J'ai l'impression de voler, quoi. Je rentrais de l'affût à ma voiture, j'étais heureux comme tout. Et donc c'est ce que je souhaite vraiment à tout le monde, qu'il vive au moins une fois ce genre de choses. Quand on ressent ça, on touche à ça, on a envie d'y retourner dans la nature et de la protéger, quoi, parce que c'est vital, ça fait du bien. Bah effectivement, on n'a aucun lien avec les animaux sauvages. On a perdu tout lien. On a perdu tout lien. Les seuls liens avec les animaux, c'est les animaux domestiques, mais ça n'a pas du tout la même, même chose. Ouais. Mais je pense que oui, les animaux peuvent ressentir l'intention, qui elle est bonne ou elle est mauvaise d'une personne. Je pense que dans l'attitude. Même nous, si tu y réfléchis bien, on est alors entre nous évidemment, mais même tu t'arrives à déceler si un animal s'il y a un danger pour toi ou pas, on arrive à décrypter des codes. Donc j'imagine eux évidemment que c'est pareil, ils sont empathiques comme nous. Donc c'est sûr. Et puis tu vois, il y a une autre petite histoire aussi d'acceptation que j'ai eue avec un raton laveur, maman raton laveur. J'arrive dans une tour un pylône de chasse abandonné, et je veux prendre de la hauteur pour voir un peu ce qui se passe au plus loin, est-ce que les compos d'images seront sympas sur les couchers de soleil vus de plus haut. Et quand j'arrive en haut, j'entends qu'est-ce que c'est? Et je croyais que c'était des petits chats. Et là, je regarde sous le plancher qu'il y avait de cette tour, des bébés ratons laveurs. Ah ouais. Mais des trucs tout mignons qui ouvraient même pas encore les yeux, quoi. J'étais là, oh mince, punaise, il doit pas y avoir la maman là et tout. Donc je me pose silencieusement, je commence à les regarder et tout, essayer de tranquille, quoi, faire 2-3 photos parce qu'il y avait des trous dans le plancher, donc je pouvais avoir les petites têtes qui faisaient dodo, voilà. Et à un moment donné, maman, raton laveur, qui sort la tête du plancher que j'avais pas vu, qui me regarde dans les yeux, j'avais l'impression qu'elle me dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et là non, j'ai eu peur parce que là je me suis dit je suis trop près des petits. Sa réaction c'est de les protéger direct, instinctivement. Et donc je me suis reculé, et déjà que je ne pouvais pas beaucoup plus reculer parce que c'était très serré, et j'ai adopté un comportement instinctif, je sais pas, où le regard était pas direct, ou dans mon attitude j'étais peut-être un peu plus en soumission, pas conquérant, à l'inverse de conquérant complètement. Et donc on s'est regardé comme ça, du coin de l'œil, et j'ai senti qu'il n'y avait pas forcément plus de problèmes pour elle. Donc j'ai attendu. Au bout de quelques temps, elle est repartie sur son plancher, elle m'a laissé avec les petits, quoi. Et j'étais là, mais c'est pas possible. Donc toujours dans le respect, après, à pas vouloir faire quoi que ce soit avec les petits ni rien. Et du coup, même plus tard, quand il a fallu qu'elle parte pour aller manger ou je sais pas faire son activité, elle est sortie, elle est passée à côté de moi et elle est partie me laissant avec les petits. Voilà, incroyable. Ah ouais, et là j'étais et pareil, je pourrais te montrer les vidéos, j'étais là. C'est exceptionnel, elle t'a fait confiance là du coup. Ouais, j'ai ressenti ça, hein. Ouais. C'est ce que mon ressenti. Après on interprète aussi, chacun interprète de sa façon, mais c'est mon ressenti sur le moment, et je pense qu'il n'y a pas eu de souci pour elle. Voilà. Ouais, incroyable. Ouais. Et c'est ces moments que je cherche, quoi, que j'ai envie de vivre dans la nature. Je pourrais pas plus m'en passer. Et j'imagine. Bah écoute, on va parler un petit peu matériel et aussi. Allez. Comment tu procèdes en fait pour faire de la photographie animalière d'une manière générale. Alors, on va parler du matériel juste après, mais je me pose la question. Comment tu imagines tes shootings? Est-ce que tu imagines d'abord la compo? Ça veut dire que tu vas te placer quelque part
par connaissance, tu sais qu'il y a un animal qui va venir ici, ou est-ce que tu es plus libre dans tes mouvements et que tu vas aller te balader et chercher les animaux? C'est hyper variable. C'est hyper variable. C'est alors oui, il y a des moments où quand par exemple la chouette, ça faisait 1 an que je cherchais à la faire derrière la ligne, bon ben là l'affût il est ici et il est pas 3 cm à côté, et c'est là tous les soirs pendant la pleine lune, quoi. Donc là voilà, c'est comme ça avec les réglages et tout machin. Mais il y a des fois où je vais me mettre en affût sur un endroit où j'ai prévu parce que j'aime bien, c'est joli, il y a des jolis couchers de soleil. Et il y a quelque chose en moi qui, je sais pas, je le sens pas, ça va pas le faire, ou peut-être que ça m'embête un peu d'attendre comme ça sans bouger. J'ai peut-être envie d'être actif sur ce moment-là, et donc ça m'arrive de partir en billbud. Billbud, c'est une expression de chasseur qui exprime aller traquer l'animal, l'observer aux jumelles de loin par exemple, le voir et puis analyser le sens du vent, par où pouvoir l'appréhender, s'en rapprocher et s'en approcher jusqu'à une certaine limite qui ne te voit pas et qui fuit pas, et après laisser l'animal lui venir à toi. Donc des fois tu vas t'en approcher jusqu'à une certaine limite et puis lui il va aller à l'opposé, donc ça l'a pas fait. Mais des fois il va venir dans ta direction et tu peux avoir de jolis moments où il va te passer à côté, et donc là il y a toujours ces codes là d'odeur, donc sens du vent, se cacher comme il faut avec les filets assez rapidement, avoir toujours quelque chose derrière soi, par exemple un buisson qui va cacher la silhouette, et puis c'est l'instinct, c'est un instinct animal un peu qui va te pousser à faire des choses. Voilà, il faut savoir s'écouter. De plus en plus, savoir s'écouter vraiment. Ce que ton esprit, ton cœur te dit sur le moment, et puis. Oui, puis tu te reconnectes à la nature du coup. Ouais, voilà, ça fait sens avec la pratique. Ouais. Et ça dure combien de temps en général un affût? En moyenne, je dirais 3 heures. Ah, je m'attendais à plus, tu vois. Ouais, en moyenne. Après, ça peut aller, ça peut être sûrement plus, hein. Mais tu vois, j'ai fait des affûts de 3 heures, j'ai pu attendre 7 heures non-stop sous un rang de vigne à attendre des animaux, j'ai pu partir en haut de la montagne, planter la tente, dormir et attendre le lever du jour, et puis être dans la tente pour, par exemple, les tétralyres, tu vois, par exemple, tu es obligé de te mettre dans la tente, attendre qu'ils reviennent sur les places de reproduction, et puis faire des photos comme ça. Après, ça peut être des semaines non-stop, du matin jusqu'au soir. Pour le pèlerin, par exemple, Faucon Pèlerin, que j'ai photographié en Dordogne, le matin, je partais avant le lever de soleil et j'étais en affût jusqu'au coucher de soleil. Je descendais pour retrouver ma petite cabane et je remontais le lendemain pour photographier. Et je me rappelle bien parce que le pèlerin, il s'est posé qu'au dernier jour. Ah ouais, d'accord. Il a attendu longtemps. J'ai l'impression qu'ils font ça à chaque fois. Ouais, beaucoup, c'est vrai. Et puis il y a aussi le fait où tu es dans l'affût et tu dis, bon, il faut que je rentre, la copine ou autre qui attend. Ah non, je vais pas rentrer maintenant. T'attends, tu repousses toujours le moment où tu pars de l'affût. Parce que combien de fois je me suis fait avoir à vouloir partir, et puis tu te lèves et t'as le truc qui arrive. Non, c'est pas vrai, non. Et donc voilà, donc du coup t'es plus dans l'affût, tu bouges plus pour pas qu'il te voit, tu peux pas te faire de photos, t'es comme tu fais 1, 2, 3 soleils, tu vois, pendant 10 minutes. Et t'es frustré après. Comment? Et t'es frustré après. Ouais, c'est ça. Okay. Frustré, ouais, ça peut être frustrant quand tu passes 7 heures à attendre. Et que t'as ou un humain qui passe avec son chien par exemple, et là tu te dis bon, mais t'as attendu 7 heures pour rien, ou voilà, il y a des dérangements comme ça arrive très souvent. Et en matériel du coup, alors tu travailles avec Nikon? Oui, ça a toujours été depuis le début. Ouais. Pourquoi? Parce que je savais pas ce que c'était qu'un appareil photo trop avant, Nikon, Canon ou les autres, Sony, je sais plus quelles sont les autres marques. Mais voilà, c'est tombé Nikon dans ma main, ça aurait été un Canon, je pense que ça aurait été pareil. Ou pas. Peut-être que maintenant, si on me mettait un Canon dans la main, je dirais ah ouais, non, je préfère Nikon. C'est vrai parce que j'ai l'habitude, mais je sais pas. Non, en fait, c'est pas vrai ce que je dis. Je crois que oui, si c'est ton premier appareil, je pense qu'on peut te mettre n'importe lequel, tu vas t'y habituer. Par contre, maintenant, si on te met une autre marque dans la main, c'est un peu plus difficile. Ouais, je pense. Tu as tes habitudes avec la marque. Parce que vraiment, il y a des trucs qui changent d'ergonomie. Parce que c'est pas tout à fait pareil. Et du coup, qu'est-ce que tu as comme optique
Optique, je vais avoir le 200-500. Ok. Je vais avoir le 400 2.8, le Ouais. fixe. Et je vais avoir des petits objectifs grand angle, plus ou moins. Je crois que j'ai le... Tu vois, je me rappelle plus trop. Tu vois, Ils te servent à quoi les grands angles? Paysage. Et j'aimerais beaucoup essayer de photographier la vie sauvage avec des grands angles, avec un animal qui est quand même dominant dans la photo au grand angle. Donc ça demande des proximités assez folles. Ouais. J'ai un peu ça en tête, mais voilà, c'est puis aussi pour me diversifier dans le sens où pour moi quelque chose d'abouti dans une expo par exemple, ça serait pouvoir montrer l'animal de près en détail, ça serait pouvoir montrer l'animal en étant un peu plus reculé dans une attitude, dans un comportement, dans un moment de sa vie, et encore plus reculé avec l'animal très petit dans un milieu donné, avec une lumière qui sublime ce moment-là. Et d'avoir une série de 3 photos, un peu plus, 5 maximum, sur un animal donné, et ben, tu es obligé d'avoir différents objectifs, quoi, parce que tu peux pas tout faire avec un seul objectif, malheureusement. Surtout, j'utilise beaucoup le 400 fixe, donc du coup c'est fixe, donc tu peux pas, à un moment donné, l'animal il est trop près, tu peux pas dézoomer, rezoomer, c'est pas possible. C'est ton préféré le 400? Ben, l'ouverture de vitre, ouais, ça me permet de rentrer énormément de lumière et donc du coup faire des photos sur des temporalités plus longues que quelqu'un qui aurait un 5.6, quoi, c'est sûr. Et puis le bokeh est fabuleux. Oui, l'animal se détache bien. Ouais, le flou que tu vas avoir en arrière-plan, en avant-plan, qu'on appelle le bokeh, il est tout doux, il est tout beau, donc il y a moyen de s'éclater artistiquement avec ça, quoi. Tu fais beaucoup de post-prod ou pas? Bah, j'utilise Lightroom, ouais. Photoshop. Moi, je suis quelqu'un de terrain en fait, et donc ça m'énerve d'être derrière l'ordinateur. Déjà trier mes photos, c'est dur. Je le fais quand il y a les projets, quand il voilà, mais non, c'est. Non, c'est pas une question piège. Chacun fait vraiment comme il veut. J'ai Lightroom et puis non, parce que j'ai perdu le fil. Et du coup, ouais, non, Lightroom, les bases, quoi. Je vais pas. Alors, ça peut m'arriver de post-traiter un peu plus loin quand j'ai vraiment un message, quelque chose à passer. Même si tu peux très bien le faire aussi sans aller pousser des curseurs de ton logiciel. Ouais. Mais par exemple, ça m'est arrivé sur une notamment où c'était un renardeau qui venait manger les plastiques sur le bord de la route que les gens jetaient après le fast-food. Et c'est l'opportunité d'un jeune comme ça qui dit il y a de l'alimentation facile au bord de la route. Donc moi j'y allais, je me mettais au bord des routes, je le photographiais très facilement. Il y a eu des interactions, des regards, des échanges de regards. D'ailleurs ce renardeau a pris un caillou, tu vois c'est fou ça encore par rapport au chevreuil que je te racontais tout à l'heure. Il a pris un caillou, il m'a regardé avec le caillou vers l'objectif, il était à 5 mètres quoi. Et donc comme s'il voulait jouer avec moi. Et ce renardeau, j'y allais tout le temps. Et puis, donc c'est un renardeau qui était déjà grand, c'est un ado, on va dire. Et donc je me suis attaché à cet animal, c'était mon pote, quoi. Et j'avais toujours peur, la boule au ventre, quand j'allais en affût, est-ce que je vais le voir, est-ce qu'il s'est pas fait écraser, quoi. Et un jour, je reçois un coup de téléphone d'un collègue qui passait par là en me disant Bastien, je crois que ton renard, voilà. J'y vais voir, effectivement. C'était le renardeau que mon pote, on va dire, qui était écrasé. J'étais bouleversé. Et plus tard, quand j'ai repris cette série de photos, j'ai voulu exprimer vraiment quelque chose par rapport à ça. Et donc j'ai mis la photo est sur un contre-jour où il est sur la route et la silhouette se détache très bien. Et donc là j'ai mis la route elle va devenir très rouge sang. La silhouette du renardeau va être accentuée, on va voir vraiment que les contours des poils qui sont pris dans le contre-jour. Donc c'est la silhouette parfaite que moi j'imagine encore ce renard quand j'y pense. Voilà, ça peut être cette silhouette-là. Et il y a un halo en haut à gauche de la photo qui pourrait exprimer l'âme du renard qui s'en va. Et donc là j'ai été pousser les curseurs pour répondre à quelque chose que j'avais envie d'exprimer. Ouais, je vois. Comme faire un tableau plus qu'une photo. Voilà. Okay. Donc ça peut m'arriver dans ces contextes-là.
Mais après, pour moi, le but du jeu, c'est de répondre au plus juste à ce que je vais voir sur la prise de vue, quoi. D'être au plus juste. Il n'y a pas besoin de tricher, la nature elle est tellement incroyable et voilà, en plus avec tout ce qui va arriver avec l'intelligence artificielle et tout ça, ça fait un peu peur, hein. Alors justement, parlons-en. Alors c'est marrant que tu évoques le sujet, c'était mon sujet juste après. Ouais, je me demandais si c'était pertinent d'en parler parce que l'intelligence artificielle, donc la génération d'images par l'intelligence artificielle, donc d'accord c'est un sujet, mais toi ta pratique elle est pertinente parce que tu es sur le terrain et en soi, même s'il n'y a pas de photo derrière, la pratique est déjà pertinente en soi, tu vois ce que je veux dire. Tu le dis toi-même, tu te sens beaucoup plus vivant en faisant ça. Donc l'intelligence artificielle, c'est bien beau, elle fait des images, mais il n'y a pas cette pratique, donc je vois pas l'intérêt du coup. Ça, après l'intelligence artificielle, moi je connais très peu, hein, mais j'imagine que c'est comme tout. Ça peut être super cool et ça peut être super utile, mais utilisé avec excès ou pas pour des bonnes choses, ça va être n'importe quoi. Mais ça fait peur pour le quand tu vois tous les concours qu'il peut y avoir, l'éthique animalière, où les gens font un peu des fois n'importe quoi pour avoir des prix ou pour se faire mousser sur les réseaux. Ça c'est bien présent malheureusement, nourrir les animaux, les appeler pendant la période de reproduction qui va déranger, enfin il y a plein de choses. Congeler les insectes, congeler les grenouilles parce que elles ne bougent pas à ce moment-là et puis on peut faire des photos assez incroyables. Toutes les photos qu'on va voir les grenouilles avec les escargots sur la tête sur les réseaux, ça il faut pas se leurrer, c'est du congelé quoi. Donc c'est pas normal qu'on like ça. Alors, attends, mais ça c'est autre chose, c'est pas l'intelligence artificielle. Non, ça c'est pas mais je rebondis, du coup je vais revenir sur du coup l'intelligence artificielle, mais du coup bah ouais, pour des mecs qui sont authentiques dans leur travail, d'avoir à côté une photo une intelligence artificielle qui n'est pas dit que c'est une intelligence artificielle, bah c'est déloyal de ouf quoi, enfin, c'est pas cool. Donc comment contrôler, comment savoir, voilà, ça fait un peu peur. Après, les gens qui, quand ils commencent à vouloir suivre un artiste, un photographe, ils s'y intéressent et ils voient derrière ce qu'il y a aussi, quoi. Donc, je pense qu'au-delà du réalisme des photos qui sont générées par l'IA, je pense qu'il y a aussi toute la démarche. Tu le vois vite, si c'est quelqu'un qui génère des images via une IA, tu le vois parce qu'il n'y a pas la pratique derrière. En fait. Je parle pour les réseaux sociaux, là, pour le coup. Mais c'est même vrai pour des expos ou des conférences où, je veux dire, tu te prives de tout ça si tu génères des images avec l'intelligence artificielle, pour les animaux, je parle. Ouais. Et justement, je voulais tu vois, je te parlais de l'hibou ou la chouette. Ouais. Tout à l'heure avec ma modèle qui a son animal totem, donc j'ai voulu faire une surimpression, donc un montage photo d'un portrait d'elle avec un hibou. Ouais. Je ne photographie pas des hiboux, je ne connais pas l'espèce, et donc du coup je suis allé sur Midjourney et j'ai fait un hibou et je voulais te le montrer. Alors c'est pas très friendly avec le podcast parce que les gens voient pas l'image, mais du coup pour les gens qui nous écoutent, c'est fou parce que c'est ultra réaliste. Et lui c'est le Moyen-Duc Amérique. Donc tu reconnais une espèce ? Bah, je pense là c'est un hibou forcément puisqu'il a ses plumes sur la tête qui sont des aigrettes. Okay. Donc les chouettes n'ont pas ces plumes sur la tête. Après cette espèce là, on l'a pas en France, je suis pas certain. Mais je pense que c'est d'Amérique, ouais, effectivement. Moi je pense même que je ne connais pas son nom exact, hein, c'est peut-être pas comment ça. Mais c'est peut-être même un amalgame de plein de hiboux différents, d'espèces différentes en plus. Hein. Oh, ça ressemble fort quand même. Ça ouais. Et voilà ce qu'on peut faire avec Midjourney. Donc c'est ouf, hein. Ouais, c'est complètement fou. Elle est belle la photo. Là. Mais tu vois, le problème avec ça, là je l'ai fait pour l'expérience et comment te dire, il n'y a pas de conséquences derrière, sauf mon désir de faire une surimpression, mais je fais pas d'argent avec, etc. Je voulais vraiment expérimenter ça. Et d'ailleurs, j'ai expérimenté l'intelligence artificielle plus largement pendant 2 mois. Ça en fait partie, ce hibou. Ouais. Et ce qui pose problème, c'est que ce hibou là que tu vois avec l'intelligence artificielle, c'est un amalgame de plein d'images déjà existantes. S'il faut, c'est pour ça que tes images sont présentes dans les intelligences artificielles, sans le savoir. Tu touches pas de royalties.
Donc, tu vois, on touche à un autre problème aussi qui est d'actualité aujourd'hui. C'est sûr qu'en plus de notre époque c'est super compliqué de se protéger, de protéger ces images, quoi. T'as beau les signer ou autre. C'est pour ça que je les signe, tu vois, sur les réseaux, c'est pour éviter que quelqu'un les prenne et qu'il se l'approprie. Et bon, il y a des logiciels qui vont la dégager très vite, la signature. C'est assez un peu flippant. Moi, j'ai toujours cette appréhension quand je partage sur les réseaux, où c'est qu'elle va finir, qui c'est qui va l'utiliser, sans mon autorisation. Après, les gens sont super bienveillants en général. Hein. Ils te demandent, je suis maîtresse dans une école, vos photos, on pourrait pas en parler avec les élèves. Ouais, vas-y, télécharge, je t'envoie avec plaisir, quoi. Mais des fois, non, tu vas retrouver des faux comptes avec ton image, mon avatar. La dernière fois, je trouve mon avatar sur un autre compte, donc de Instagram. Et je lui dis au gars, mais qu'est-ce que tu fais? C'est ma photo, c'est moi. Pourquoi tu... Ah mais non, je trouvais ça bien et tout. J'ai fait, mais il faut demander, quoi. Alors c'était un jeune, très jeune, qui s'amusait comme ça à prendre des photos à droite à gauche et faire son propre compte. Il n'avait pas la notion, en fait, que c'était pas cool, pas respectueux et puis interdit. Oui, ça s'éduque le droit d'auteur. Hein. Ouais. Oui. Du coup, je sais pas où c'est qu'on va, mais on y va. Parce que tu vois, c'est ça que j'allais dire, l'intérêt de la pratique de la photographie animalière, c'est de se reconnecter à la nature. En tout cas, la pratique te fait reconnecter à la nature, tu l'as bien mieux expliqué que moi. De générer des images d'animaux, là en l'occurrence avec l'intelligence artificielle, il n'y a pas d'intérêt. T'es encore plus déconnecté que tu ne l'es déjà, donc c'est assez spécial. Moi, en tout cas, j'en suis à un point où ça me fascine autant que ça m'effraie, ce truc-là. Je me suis amusé pendant 2 mois à faire plein de choses, mais je sais qu'aussi ça m'a pas mal détruit, parce que ça a remis en question ma créativité. Tu vois, et puis le droit à l'image, le droit à l'auteur, c'est compliqué. Et je pense que l'intelligence artificielle, ça doit être un outil que tu dois te servir dans une activité ou une autre pour avancer, aller être un peu plus loin, mais ça doit rester vraiment un outil, quoi. Ça doit pas venir sur l'ensemble de ton travail. Je sais pas comment l'exprimer, parce que moi j'ai pas eu beaucoup de réflexion en fait sur l'intelligence artificielle. J'y pense pas. Juste, je sais que c'est en ce moment, mais voilà, quoi. Oui, c'est récent, hein. Ça nous tombe dessus. C'est quand même assez récent. Écoute, très bien. Écoute, on a évoqué le sujet. Tu vois, je me demandais si ça allait être pertinent d'en parler, mais écoute, très bien. C'est pas mal. Qu'est-ce que j'avais noté comme question? Je crois qu'on a pas mal fait le tour. On a parlé de matériel. Donc toi, je sais pas si on a évoqué le fait que tu es avec le Z9 chez Nikon. Z9, ouais, bien sûr. On l'a pas dit. Mais oui, Z9. Parce que quand tu as commencé il y a 5 ans, le Z9 n'existait pas. Du coup, non, t'étais avec... j'étais le D7200. D'accord. Au tout début. Ensuite, je suis passé au D850. Ouais. Donc là, boum, j'ai gagné. J'ai fait un énorme pas dans la photo animalière au niveau confort, les pixels, plein format, tout, qualité d'image beaucoup plus meilleure. J'étais pas plus performant sur le terrain, mais je veux dire, là, pour retranscrire ce que je voyais sur le terrain, était beaucoup plus professionnel, on va dire, avec le D850, quoi. Même le D7200 il est très bien, hein, déjà, c'est accessible en plus, au niveau budget, maintenant le matériel devient de plus en plus accessible à tout le monde, quoi. Donc c'est ça qui est bien aussi. Oui. Et après le Z9 est sorti, alors j'ai hésité longtemps. Bon, il coûte un peu cher, hein. Mais en fait le truc qui m'a séduit, c'est le bruit il fait pas de bruit. Et oui, il y a pas d'obturateur mécanique. T'as pas le levier, le miroir clac qui fait quand tu fais une rafale ou autre, une photo. Là il y a pas ça. Donc du coup quand t'as un animal qui s'approche assez proche, tu peux continuer à faire des photos, il va pas te griller. Et qu'à l'autre, t'es obligé d'arrêter de faire des photos, quoi. Et oui. Ouais. Tu peux continuer, mais par contre, il s'en allait, quoi. Donc là, non, c'est pas le but. Donc là, le Z9 m'a permis d'avoir d'autres créneaux photos que je ne m'autorisais pas à prendre. Donc avant l'apparition des hybrides comme le Z9 avec un obturateur uniquement électronique et donc silencieux, il y a des photos qui n'étaient pas possibles avant, tu penses ?
Si, c'était possible, mais c'est pareil, c'est une question de comment ça se passe sur le terrain. Si tu as un chevreuil qui vient à 2 mètres, enfin 2 mètres, j'exagère, parce que avec le 400, je pense que c'est 2 mètres un peu plus, où tu peux pas faire la mise au point. Très possible, oui. Je l'ai pas en tête, mais oui, il y a une distance minimale. Mais voilà, s'ils s'approchent trop près, avec les capacités auditives qu'ils ont et tout ça, c'est ouf. Donc dès que tu fais un déclenchement, l'animal direct il lève la tête, qu'est-ce que c'est. Et puis s'il est pas téméraire, il s'en va direct. Ouais. Donc là, voilà, problème. Que le Z9, tu peux y aller, il n'y a pas de souci. Tu fais 5, 6, 7, 8 photos, 10, même plus. Il va faire sa vie, il va pas rien entendre puisque c'est en silencieux. Et donc là, oui, ça t'ouvre des opportunités plus sympas. Ouais. T'es moins en stress, t'es plus en confort du coup dans ton affût. Ouais, t'as moins de chances de l'embêter. Clairement. Et tu parlais des pièges photos tout à l'heure. Oui. Tu fais ça comment? Avec quel appareil du coup? Alors c'est un petit boîtier où tu vas mettre une carte SD dedans, quelques piles. Tu le règles les heures et puis si ça prend des photos, des vidéos. Ce boîtier-là, tu vas le mettre sur un tronc d'arbre, un muret, orienté vers une zone que tu auras sélectionnée qui indique des indices de présence, une trace, une crotte, et tu te dis c'est joli ici, l'ambiance peut être sympa, qu'est-ce qui passe là, tu vois des chevreuils, les traces au sol dans la boue, les renards qui passent, bon ça ok ils passent là, mais à quelle heure, à quel moment, et ça te permet de mettre ça et de savoir toutes ces informations, à quel moment ils passent, la nuit, la journée, et il y a des moments où ils vont faire que passer la nuit. Donc tu te dis là tu vas pas pouvoir faire de photos la nuit, c'est pas possible. Donc c'est un endroit où tu vas pas perdre ton temps quoi. Tu vas aller voir un autre endroit plus loin où il va peut-être passer le jour. Et donc ce piège photo va permettre d'augmenter les chances de faire une observation, une photo de la journée quoi. Mais du coup ça a une valeur plus documentaire parce que là c'est vraiment pour avoir des indicateurs et des informations naturalistes pour après avoir des moments photos. Oui, voilà, parce que c'est difficile d'avoir une belle compo, la belle lumière. Ouais. Après, il y a des systèmes qui existent où tu mets ton piège, ton appareil photo réflexe, hybride, avec des capteurs. Et même, il y a des flashs, certains mettent des flashs ou des choses comme ça. Il y a des côtés infrarouges aussi, enfin il y a plein de choses qui existent. Et l'animal va passer devant le capteur, ça va déclencher les flashs et l'appareil photo va se déclencher et va faire la photo en pleine nuit du chevreuil. C'est beaucoup utilisé pour faire le loup, l'ours ou des trucs comme ça, où t'as pas besoin d'être là, tu laisses ton matos sur le terrain. Alors t'as un peu peur parce que forcément, voilà, suivant le prix que c'est, t'as pas envie qu'on te le vole. Moi je pratique pas ça, j'ai pas le matériel et j'ai pas les connaissances. C'est quelque chose que j'aimerais bien essayer de faire sur le côté infrarouge, pas le flash, ça me gêne de déranger parce que j'imagine que quand tu prends le radar qui te flash, t'es là, là si c'est le truc qui passe et qu'il est flashé en pleine nature, il risque de plus repasser là, tu vois. C'est marrant, je m'étais posé la question avec un cheval, je voulais flasher à un moment donné parce que la photo aurait été plus canon, mais non, je me suis dit là je vais lui faire peur, ça va être... Bien sûr, peur et puis ils sont pas adaptés à ça. Enfin, t'imagines tu photographies une chouette la nuit avec un flash, elle est perdue, hein. C'est plus où elle va là. Parce que elle est pas adaptée à avoir un flash en pleine nocturne comme ça. Pas adaptée, pas prévenue. Ouais, mais même si tu la préviens. Hein. Oui, mais je rigole, tu peux pas la prévenir en vrai. Attention, ferme les yeux. Et oui, non, je voulais te dire, tu as le matériel pour faire du piège photo avec ton Z9. La dernière mise à jour du Z9, il y a, alors je me rappelle plus du nom exact, mais c'est un piège photo. C'est un détecteur. Je me rappelle plus du nom exact. Mince. Oh là là, en iconiste, c'est honte à moi là. Bien fouillé ça. Ouais. Donc c'est la dernière mise à jour du Z9 qui est arrivée d'ailleurs sur le Z8 le mois dernier. Et c'est un paramètre entier dans le boîtier qui te permet de paramétrer tout ce que tu veux. Est-ce que l'appareil se déclenche quand il y a un animal qui est détecté par l'appareil photo. C'est fou. C'est hyper complet. D'ailleurs, il y a un tuto YouTube sur la page Nikon France qui t'explique comment le paramétrer. Et c'est vraiment impressionnant. Mais j'oserais jamais laisser mon Z8 en pleine nature pendant... Ah ouais, des boîtiers après pour les préserver, mais en général tu le laisses une nuit quoi. Sauf si t'es en haut de la montagne, que tu sais que t'es le seul à passer, où il y a très peu de gens qui passent.
sur des zones reculées, bon, ça un peu moins craignos, quoi. Mais effectivement, là, dans pleine nature, aux côtés de Bordeaux, ton truc, tu le laisses pas une semaine. Hein. Ouais. Non, pas moi, non, c'est sûr. Moi, en tout cas, voilà, je t'invite à essayer. C'est une mise à jour gratuite, totalement gratuite. Et d'ailleurs, je crois, si je dis pas de bêtises, que c'est une initiative française qui a été validée par Nikon Europe et Japon surtout. Voilà. Oui, parlons de tes expositions. Ce que j'ai vu sur ton site internet, alors tu as une exposition en ce moment à Bordeaux. Oui. Alors c'est sur les murs de la maison éco-citoyenne. Oui, voilà. Et on s'est amusé avec Léa Colobert, une copine qui est photographe vidéaste, plus vidéaste que photographe, et on a cette opportunité, cette chance de pouvoir aller faire des photos sur la réserve naturelle nationale de l'étang de Coussot. Okay. Donc c'est côté Médoc. Ouais. Et c'est des espaces immenses, je crois qu'ils ont entre 600 et 800 hectares de réserve, quoi. Et là, dedans, tu vas avoir tout qui est mis en place pour une quiétude des espèces, et animales, végétales. Et donc, tu as des sentiers de balade, hein. Les gens peuvent aller se balader, tu as un petit parking, et puis tu as des postes d'observatoire où tu peux voir les grues arriver, venir au dortoir, pour partir le matin tôt. Donc voilà, c'est incroyable, c'est très inspirant là-bas. Et moi, en tant que gestionnaire des espaces naturels sur mon petit bout de terre de l'île de Raymond, c'est vraiment une inspiration, leur façon de visualiser et de faire, quoi. Et puis les gens qui y travaillent sont des grands passionnés. Donc voilà, on a cette opportunité-là, et donc ça fait plusieurs années qu'on y va. Et avec Léa, on s'est dit, allez, pourquoi pas proposer une série d'images à la maison éco-citoyenne, et parler de la réserve, et parler des bêtes qui y sont. Et donc, du coup, voilà, elle y est en ce moment. Jusqu'à quand ? Alors, elle est là depuis le 4 mars, et elle y est jusqu'au 3 juin. D'accord. Voilà, donc ça c'est top, c'est à cool. Bordeaux, sur les quais, en se baladant, ça prend pas longtemps pour la voir. Et en plus, il y a un petit livret à demander à l'intérieur, donc à la maison éco-citoyenne, il y a un texte sur chaque photo. Chaque image, on va l'amener aussi pour sensibiliser et apprendre un peu quelle est cette espèce-là. Donc voilà. C'est chouette. Ouais, c'est cool. Et puis d'autres expos aussi. J'ai ma petite galerie d'art, enfin ma petite salle d'expo, je sais pas comment on peut appeler ça, où je donne rendez-vous à tous les passionnés, les amoureux de nature, tous les premiers dimanches de chaque mois de l'année. Oui, j'ai vu ça sur ton site. C'est à Targon, voilà. D'accord. C'est ça. Et donc là, tu peux y retrouver une 50, 60, même plus d'images. J'aime bien être généreux sur les côtés, montrer les photos. Et donc, il y a des petits textes pour, pareil, sensibiliser, apprendre un peu sur l'espèce. Et donc, c'est le matin. Et puis, moi, je suis présent pour échanger avec les gens. Donc, c'est un rendez-vous quotidien que j'ai depuis 2 ans. Et c'est toujours agréable d'accueillir tous ces passionnés-là. Ouais, et puis, c'est chouette, ça te mène à l'exercice de la conférence, ou en tout cas de t'exprimer sur ton travail. C'est précieux. C'est pas facile. Oui, j'imagine. Mais oui, c'est super. En fait, je me rends compte que les gens sont hyper réceptifs à tout ça, quoi. Les gens adorent voir la nature. Et puis, moi, je suis fier quand quelqu'un voit une de mes images et que ça lui rappelle un souvenir. Quand j'étais petit avec mon père, ou tu vois, mais moi aussi j'ai fait. Et puis il y a des échanges, et là où j'étais très heureux, c'était là une fois sur l'exposition, il y a un petit livre d'or, et là il y a un enfant qui commence à écrire, et la maman, elle était bouleversée de ça. Elle vient me voir, elle me dit, mais vous vous rendez pas compte, en fait, il a tellement aimé, et c'est tellement naturel tout ça pour lui, que du coup il a des grosses difficultés à l'écrit et tout ça, jamais il aurait fait ça. Et là aujourd'hui il le fait grâce à vous. Et là j'en pleurais, quoi. Voilà. C'est trop beau. Ouais. C'est pour ça aussi que en fait, d'aller voir les gens et de sensibiliser, il y a de belles récompenses quand ça se passe comme ça. Et puis on voit que c'est utile parce que les gens, les enfants, ça les suit sur j'espère sur le long terme. Après, il y a toujours un moment donné où ils passent devant la télé, il y a d'autres choses, des jeux vidéo, il y a quelque chose qui rompt cette connexion avec les enfants qui sont très connectés à ça
par nature, quoi. Bah, la civilisation et la modernité, quoi. Ouais. Donc, il y a des collègues, tu vois, ils sont profs dans des écoles un peu spécialisées, on va dire, très orientées dans la nature. On amène les enfants dans les bois et tout ça. Et il faudrait qu'il y en ait de plus en plus. Moi, j'étais pas du tout scolaire. Et quand on m'a mis à l'école, j'étais sportif, judoka, à un niveau quand même assez important. Je fais les France et tout ça. Et donc, il a fallu que dans les cursus scolaires, que je sois performant pour rentrer dans les sports-études et tout ça. J'ai pas réussi. Et donc, c'est un échec énorme. Et j'étais en confrontation avec le scolaire. Quand on m'a mis dans une branche qui me correspondait, où on était dehors avec la nature et ça, là j'ai eu des notes incroyables. Comme quoi. Mais bon, c'est un peu l'échec du système éducatif aujourd'hui. C'est pas adapté à tout le monde. Pour certains ça marche très bien, comme on sait, d'autres un peu moins. Je ne me permettrai pas de critiquer, mais... Moi, si. J'ai détesté l'école et effectivement, il y en a pour qui ça correspond, c'est vrai. Ouais. Mais en fait, il y en a beaucoup qui sont laissés sur le carreau, ça leur correspond pas. Toi, c'était la nature, mais ça peut être d'autres choses. Il y a plein de choses qui ne sont pas représentées à l'école. Donc non, moi je suis pas OK avec ça. Je te comprends. Écoute, merci Bastien. Ça me fait plaisir, avec grand plaisir. On est à la fin de ce podcast, à moins qu'il y ait autre chose que tu veuilles dire. Moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais en tête. Écoute, non. Des je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, des expos. Donc, la maison éco-citoyenne, Targon tous les premiers dimanches de chaque mois. De toute façon, on peut le retrouver tout ça sur mon site internet. Hein. Oui. Et puis, la belle nouvelle, la belle surprise de cette année, c'est qu'on m'a contacté pour être jury d'un festival Nature Aventure. Donc c'est des longs métrages qui vont être jugés par 3 jurys, dont je fais partie. C'est au Cap Ferré, c'est le 12, 13, 14. Donc pareil, on peut retrouver l'affiche et plus de détails sur mon site et ça va être une super expérience. Alors 12, 13, 14 de quel mois? T'as pas dit Avril, pardon. Avril. Oui, c'est mon anniversaire le 12, tu vois. Incroyable. Quand on m'a dit ça, j'ai fait mais c'est pas possible, c'est mon anniversaire. Et donc du coup ce festival concours long métrage, film long métrage va être une belle expérience, je pense, de belles rencontres. Et un super exercice. Hein. Ouais. Ah, c'est chouette. Voilà, donc une belle année. Cette année, il y a plein de propositions assez sympas autour de la photo animalière, des reportages photos aussi, par exemple dans les châteaux viticoles. Voilà, il y a tout plein de projets pour sensibiliser, valoriser cette nature. Donc oui, il y a plein de choses à faire. C'est génial. Écoute, félicitations parce que tu le mérites. Vraiment, tes photos sont très belles. Je sais pas si je le mérite, mais en tout cas, tu travailles pour et tu le fais avec passion. Ça se sent, ça s'entend. Donc oui, de toute façon, je fonctionne comme ça. C'est chouette. Écoute, merci beaucoup, Bastien, d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Merci à toi. Je t'en prie. Alors, je répète pour les gens, on peut aller sur ton site internet bastiencampistron.com où d'ailleurs on retrouvera toutes les infos que tu as dites par rapport à l'exposition. En ce moment, la maison éco-citoyenne. Il est un peu en construction, donc il y a encore du travail dessus, mais en tout cas, les éléments à chercher. Les infos utiles, en tout cas. Ouais. Et ton compte Instagram, je l'ai noté, Bastien Campistron avec un tiré du bas entre ton prénom. C'est ça. Et ton nom. Et après, j'ai Facebook aussi. C'est La Nature fait son show. D'accord. Mais c'est avec les majuscules à chaque début de mot. Je t'explique, je me suis fait pirater ma première page Facebook, La Nature fait son show. Ouais. Bien les bouts, j'avais peut-être 16 000 abonnés, un truc comme ça. Ah ouais. Et donc j'ai tout perdu, j'ai recommencé cette page il n'y a pas si longtemps. Parce que les gens me demandaient mais qu'est-ce que vous t'es. Ouais. Et du coup j'ai failli arrêter les réseaux sociaux suite à ça. Ça fout un beaucoup coup d'investissements, de com, tout ça pour qu'on se faire pirater. Pas cool. Donc voilà, La Nature fait son show sur Facebook. Fait son show SHOW. C'est ça, okay. Oui. Parfait, merci beaucoup et merci chères auditrices et chers auditeurs de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast. Salut!